Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver ce lundi 1er juin. Nous sommes ensemble pendant une heure avec des invités acteurs du sport de haut niveau pour débattre de l'actualité sportive de la semaine, même un jour férié. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine et enfin les questions du jour. Et on parlera bien évidemment du débat. Et le débat, nous évoquerons l'arrêt définitif de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Salut Lucas. Salut Jean. Marek Kettar. Salut Marek. Bonsoir à tous. Et Maxime Brossard. Salut Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment vous allez je me tourne tout de suite vers le puni. Le puni de le la conscrit. semaine. Maxime Brossard. Pareil. Ouais. C'est pas mal, je suis en régie, je vois que ça bosse un peu là. Je vois Coraline, c'est du boulot, ouais, franchement. Ouais. On dirait pas comme ça. Ah non, mais là, c'est pas la PlayStation, là, il y a 45 boutons, là, le truc. Ouais, mais j'en utilise que 4. Hein. Ah ouais, mais. Donc, comme une PlayStation, et on salue Coraline. Ou une Xbox. Ou Ouais. une Switch. Ah oui, Ah c'est oui, vrai. c'est vrai. Merci, mais oui, j'y ai pas pensé. Ça, il faut dire 3 marques à chaque fois que nous donnons une marque, bien évidemment. Petite question, Ouais. Maxime, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. On l'a L'homme à la évoqué casquette. Voilà, on l'a évoqué Libop. la semaine dernière, mais je vois que ça n'a toujours pas changé. Ouais. Vous pouvez enlever votre casquette en régie, c'est pas filmé là. Ouais, mais c'est-à-dire que l'état de mes cheveux est lamentable, quoi. Je vous dis, je ressemble à un Apache. J'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur et quand j'ai voulu lui demander, il m'a dit 2 semaines d'attente. Non mais c'est Donc, vrai là. ouais. Mais tous les coiffeurs ou Non, mais parce qu'en fait, je reste fidèle, quoi. Je vais souvent chez le même. D'accord. Donc j'attends j'attends encore quelques temps et s'il me dit encore que c'est bloqué, bon, ben là, Ça fait 3 tondeuse. semaines quand même. Ouais. Il a pas eu le temps depuis 3 semaines. Ben, en fait, il a réouvert un petit peu en retard Ouais. et là maintenant il a ce délai à rattraper. C'est un donc, on blagnaquet. verra. Oui, c'est pour ça. un Et vrai de vrai, il vient rien de d'étonnant. s'installer en Ah. plus. Il vient de prendre le relais d'un coiffeur qui est parti à la retraite, donc j'ai promis à celui chez qui j'allais, qui Quel est parti homme. à la retraite, que j'irai chez son successeur. Mhm. Et donc je vais tenir promesse. Un jour, si je suis commerçant, je vais avoir Maxime Brossard comme client. Ah oui, c'est beau, bien hein. sûr, je viendrai. Ouais. C'est magnifique. beau. Et vous avez vu Maxime sans cheveux hier parce que j'avais fait une petite vidéo pour le groupe WhatsApp de casquette. l'émission. Parce qu'on allait au sport hier. J'étais pas mauvais, si. Ouais, c'est une bonne reprise, hein, honnêtement. J'en pouvais Il a plus. fait Je rêvais de McDo pendant un que bon je courais. fractionné. Ah mince, de Quick et de KFC. Je vais y arriver. Et quand Maxime Brossard Je vais y arriver. dit des trucs comme ça, moi je peux pas m'empêcher d'entendre que c'était horrible en fait. Tu Non, vois, non. Je sais qu'il est tellement gentil que. Non, c'est vrai, il s'est accroché. Bon, les s'est 5 accroché. derniers fractionnés étaient difficiles. J'en pouvais On va plus. pas se mentir. Et j'en pouvais Mais il est vaillant, là. Il est sur la bonne voie. Et il vous suivait alors que vous étiez à quelle Non, intensité non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Comment C'est une ça petite anecdote que j'ai dit à Marek tout à l'heure en arrivant à l'émission. C'est que pendant l'échauffement de 15 minutes où il disait tranquille, mais tranquille en mode Maxime, moi c'est du sprint. Hein, Ouais, voilà. ok. Il était en train de parler, limite de regarder les papillons. Voilà, mais machin c'est et ça tout. que j'allais lui demander. Et moi Vous j'étais étiez- en vous étiez à- sueur, j'en Vous pouvais étiez à plus. combien de pourcents vous par rapport à Oh Jean non. qui était à 100? Moi, j'étais à 100, lui. Ouais, À 12. c'est normal, ouais. Enfin, j'ai l'habitude de courir, c'est pour ça. Mais là, c'était la Il est reprise, tellement donc modeste. je me mettais au rythme de Jean. Je n'allais pas le faire un. Non, je vais le dégoûter de la course, quoi. Le gars, il va plus jamais revenir. Vous étiez à combien de pourcents, Maxime Brossard? Oh, Répondez je à sais la pas, question. je vais être à allez, 30%. Ouais, ouais. Ça veut dire 15, ok, il est gentil. C'est ça. Et puis pour le fractionner, à un moment donné, sur le dernier, il me dit Ouais. allez là tu accélères et tout. Ouais. Et en fait, on voyait il était à côté de moi sur le fractionner, mais il me suivait, mais oui, tranquille, parce qu'il est gentil. Il le faisait en moonwalk. Il est gentil. Mais non, et C'est l'homme avec qui on a tous envie de reprendre du sport. C'est ça. j'ai décidé d'accompagner Jean là dans son objectif. Alors je l'accompagne jusqu'au bout, On quoi. devrait faire une émission Bravo. de télé-réalité quand même. Quel homme. Ouais, ben voilà, on va rigoler. Hein. Ça, quoi, les Sochaliens à Blagnac ou Marek, comment vous allez Bah, moi ça va, hein, écoutez, tranquillement. contrairement à Maxime, je suis le premier à savoir quand il pleut. Voilà. C'est vrai, ouais, pas En de fait, cheveux. c'est- c'est ouais, vrai. c'est mon inverse, voilà, c'est mon contraire. Maxime, c'est quand la pluie se termine qu'il dit il pleut. Le temps que ça descende dans les cheveux. Et vous, Lucas, Ça, journée bricolage de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, non, un tout petit peu ça. C'était qu'une toute petite partie de ma journée. J'ai passé une autre bonne partie de ma journée à récupérer un peu trop de whisky. Ah hier oui. soir. À boire avec voilà, modération, c'est bien des choses évidemment. Whisky, rhum. on va y là, arriver. c'est pas une marque. Ça fait 3 va bien, fois. tout va Nous bien. sommes désolés hein, pour les marques. On va arrêter Non, avec ça. c'est pas une marque, donc tout va bien. Voilà, Bon, voilà, c'est vrai. Mais à boire avec modération, bien évidemment. Oui. Obligé. Là, on Eh est oui, obligé de le dire sauf que aussi. moi je l'ai jamais rencontré ce modération, c'est un peu dommage. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur
et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Et depuis la semaine dernière, nous avons quand même un petit peu d'actualité, assez d'actualité pour trouver 3 coups de cœur, 3 coups de gueule, 3 coups de déception, 3 coups de boxe, etc. Et nous avons aujourd'hui l'équivalent de 3 coups de cœur, je dirais, messieurs. Déjà, je me tourne vers un où c'est sûr que ce soit un coup de cœur. Je me tourne vers Lucas Serdic. On va parler football, on va parler du Paris Saint-Germain. Oui, on va parler de Leonardo surtout. Ah, Léo. Le Brésilien. Il est beau, il est grand, il est fort. Ouais. Et surtout, il fait bien son taf, quoi. Oui. Tralala. Il fait vraiment du bien au Paris Saint-Germain. Et là, il vient de boucler tranquillement un transfert d'un attaquant en pleine force de l'âge qui plante plein de buts, qui est régulier dans ses performances, qui a 27 ans. Et pour aller entre 50 et 60 millions d'euros, alors qu'on le rappelle, il a une clause libératoire à 110 millions, il avait une option d'achat à 70 millions. Mauro Icardi, on le dit, oui, l'attaquant argentin Mauro Icardi, qui est déjà à Paris en plus, donc il va arriver dans un club qu'il connaît. C'était le petit coup de génie de fin de mercato l'été dernier, au dernier jour, on l'a chopé avec une option d'achat même pas obligatoire, enfin bon... Le truc parfait. Quoi. Le truc bien, qui va bien. Et voilà, Leonardo qui continue à montrer que c'est un des meilleurs directeurs sportifs du monde, quoi. C'est tout simplement ça. Il y en a très peu des comme lui, des gars qui sont capables d'anticiper, d'avoir plusieurs coups d'avance comme ça. Ils sont en train de finaliser aussi le transfert d'Alex Telles, qui est aussi un joueur en pleine force de l'âge, 27 ans, arrière gauche. Si Kurzawa ne prolonge pas, ce qui est quand même très probable. Pour rappel, Leonardo était là effectivement au début du projet qatari au Paris Saint-Germain. C'est grâce à lui qu'on a encore Verratti, c'est encore grâce à lui qu'on a Marquinhos, et c'est grâce à lui qu'on a eu un Thiago Motta, pour une bouchée de pain, un Maxwell pour rien du tout, un duo Thiago Silva-Ibrahimovic pour pas si cher que ça quand on voit la carrière de ces joueurs, puis d'autres petits Ménès qui étaient revenus, le duo Cavani l'avait dit, à Naples, c'est lui qui les fait venir aussi. Il a un tel réseau en Italie et au Brésil que voilà, c'est un mec hallucinant. Il fait un bien fou à Paris. Et on le voit qu'il fait un bien fou et qu'il est très fort. Et je reprends vos propos, que c'est l'un des meilleurs directeurs sportifs du monde. Parce que quand il a quitté le Paris Saint-Germain pendant 3-4 ans, il n'y a plus rien eu. Il n'y a pas eu de... à part Neymar et Mbappé où il ne faut pas suivre le foot pour les recruter. Oui, puis bon, ils les ont recrutés au prix fort. Là, moi, je vous parle d'un gars qui est capable d'anticiper les prix forts. C'est ça qui est grand. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants aujourd'hui qu'on recrute à ce niveau-là pour si peu, parce qu'il a flairé le bon coup. Je vous rappelle que Jovic, qui a signé au Real, il est parti à 60 millions. Lukaku, qui a signé à United, il est parti à 80. Joao Félix, il est parti à plus de 100 millions l'été derniné. Donc voilà, des attaquants aujourd'hui de ce niveau-là, à ce prix-là, ça n'existe pas. C'est cadeau. À 2 ans de la fin de contrat en plus. Bon, c'est cadeau. Marek Keita. Ouais, là, le prochain défi, c'est l'avenir de Thiago Silva. Est-ce qu'il va décider de le faire rester parce que maintenant peut-être Cavani, mais bon, Cavani, ça pue quand même. Je crois que c'est scellé dans son esprit. Ils vont partir, il me semble. Mais c'est pas bien grave. Ils ont déjà anticipé. Il y a Diallo qui a signé l'été dernier. Il y a là où je l'attends vraiment, mais alors vraiment, c'est plutôt sur les joueurs, les jeunes à faire signer. Je comprends pas que Kouassi soit pas encore assuré, quoi. Je comprends pas qu'un mec comme Aouchiche, il va signer à Saint-Etienne. Voilà, qui va peut-être partir à Saint-Etienne, c'est même quasiment fait. Je comprends pas comment c'est possible, quoi. On parle d'un mec qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des 17 il y a 2 ans là, ou un an, je sais plus. Là, je l'attends beaucoup là-dessus, parce que ce serait trop dommage qu'on voit des gamins filer comme ça alors qu'on a besoin d'un banc en plus. Mais et la gestion Neymar et Mbappé ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Parce qu'il y a le Real Madrid et le Barcelone. On a vu comment il a géré le cas Neymar l'été dernier. Oui. C'est parfait. Parfait. Il a forcé personne, il a fixé un prix, le prix n'était pas atteint, Neymar tu restes, et Neymar quand il est revenu il a joué, il a été bon, il a été impliqué, même comme peut-être il l'a jamais été. Je reviens sur un épisode qui pour moi m'a marqué. À un moment donné, il a retiré la pression du PSG. On se souvient tous de cette sortie contre Lyon à la fin d'un match de Ligue 1. Je l'ai regardé tout à l'heure pour vous dire. Et en disant, si on se fait sortir par Dortmund, ce sera pas la fin du monde. Mais ce qui s'est passé après, il y a eu une soirée anniversaire, vous vous en souvenez, la soirée anniversaire de Neymar. Non, c'était pas Neymar, c'était juste avant, c'était Cavani, je crois. Ah oui, c'était Cavani, et on les voit, il y a une vidéo qui fuite, ils sont en train de faire la fête comme des cons alors qu'ils ont perdu le match aller à Dortmund. Et là, moi quand j'ai vu cette image-là, je m'étais dit, des joueurs qui font la fête ensemble. Et Cavani qui fait la fête avec Neymar, je m'étais dit, c'est un bon signe ça. Et ce qui était encore mieux derrière, c'est que Leonardo, il a débarqué dans le vestiaire, il a piqué une gueulante.
Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout le monde s'est dit Leonardo, ils se sont ligués contre Leonardo un petit peu. Genre, il y a rien de tel pour souder un groupe que d'avoir un ennemi commun. Leonardo a fait exprès, vous pensez ? Je pense. Ouais. Oui, je pense qu'à un moment donné, pour souder un groupe, il a vu qu'il se passait un truc, il a dit ok, moi je vais gueuler, et si tout va bien, il y a Navas, Cavani, Neymar qui vont gueuler. Et s'ils gueulent tous contre une même personne, ils vont devenir coéquipiers. En tout cas, un peu plus. Ouais, c'est ce qu'ils et derrière le match retour contre Dortmund, les gars, ils se sont tous dit, non seulement on veut gagner, mais en plus on veut prouver à Leonardo qu'il a eu tort de nous engueuler parce qu'on était sortis. Et moi, j'ai jamais vu Neymar aussi déterminé dans un match. Bon. Il a marqué sur les 2 matchs, d'ailleurs. Match aller, match retour. Oui, enfin, le match retour, son but, la joie qu'il a derrière, dans un stade vide, la joie qu'il a à la fin, c'est un truc que j'avais jamais vu chez lui. C'est vrai. Alors, je me tourne vers Marek Keita. On va parler un petit peu d'un footballeur, parmi tant d'autres, parmi d'autres sportifs. Mais lui, il n'a jamais joué au Paris Saint-Germain. On va parler des retraités obligés dû au coronavirus, c'est-à-dire ceux qui avaient dit que c'était la dernière année de leur carrière. Même ceux qu'on ne savait pas, malheureusement. Ceux qu'on ne savait pas. Je pense par exemple à Fourcade, Balmont, et voilà. Voilà, en vérité, il y en a plusieurs. On ne s'imagine pas. Elles et ils sont plus nombreux qu'on ne le croit, donc tout sport confondu, à avoir mis un terme à leur carrière ces derniers mois en raison de l'épidémie. Des sportives et des sportifs sortis par la petite porte. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être honorés par leur public ou sur le terrain comme tout joueur rêverait d'avoir. Alors je commencerai ce coup par 2 grands champions. Allons-y avec Martin Fourcade. Alors c'était un peu avant le grand confinement, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile de refaire son palmarès, messieurs ? Je pense pas, tant il a fait l'objet de chroniques passionnées ici dans Sportez-vous bien. Voilà, son ascension incroyable qui avait débuté il y a 10 ans, elle s'est achevée le 14 mars 2020 avec une 5e médaille d'or en Finlande, la dernière de sa carrière. Ouais, en championnat du monde, la dernière de sa carrière, puisque la veille il l'annonçait, donc sa retraite sportive à 31 ans. Dans le thème du ski, c'est aussi Katia Wisnar, une fondeuse slovène, médaillée d'argent l'an passé lors des mondiaux de Seefeld, qui se retire après une 15aine d'années sur le circuit. En basket, 2 sportifs. Et ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est que pour Fourcade, par exemple, il arrête sur un huis clos. C'est-à-dire qu'on sait qu'il aurait eu une ovation absolument titanesque. Pas que des Français, des étrangers aussi, parce que c'est une star absolue dans son sport, et même dans le sport mondial, olympique, s'il faut citer les JO. Il aurait eu une ovation titanesque, et c'est vraiment ça qui est dommage, c'est qu'il arrête sur un huis clos et il gagne sur un huis clos dans un stade vide, et ça c'est vraiment dommage. Bon, dans les interviews qu'il donnait, il n'avait pas l'air si touché que ça, mais bon, on sait en tout cas on reparlera de lui tellement il représente le biathlon. Niveau basket, c'est 2 sportives. Laetitia Kamba, une internationale française, 29 sélections, qui a dû s'arrêter à 33 ans. Elle a été suivie c'était au mois d'avril, elle a été suivie par Pauline Salagnac, joueuse de Lasvel, 36 ans. Alors elle reste dans le club en tant que directrice sportive. Niveau rugby, c'est un peu l'hécatombe. Il y avait des vieux. Il y avait des vieux là. Alors à l'international. Et on parle pas de Lucas Serdic et Maxime Brossard. Non, c'est pas la retraite pour moi. C'est pas officiel encore. Mais c'est la dernière prolongation de contrat pour vous, je crois. Si on part à l'international, il y a l'Australien Matt Guito, puis la légende néo-zélandaise Dan Carter qui avait annoncé la fin de leur aventure japonaise, sans se prononcer fermement sur une retraite définitive. En tout cas pour Carter. C'est pas fait, Carter. Ouais, Guito, je sais pas. Alors Guito, normalement, ça sent pas bon, mais Carter, c'est. Ouais, rien n'a été annoncé. Et ce serait peut-être quelque chose de surprenant. Certains disent qu'il irait en NFL. Ah oui ? Ouais, j'ai entendu des bruits comme quoi il ferait kicker pour une équipe de NFL. Ça serait pas mal. Mais en tout cas, en top 14, début mai, le pilier international samoan Census Johnston, figure du top 14, passé par Biarritz, Toulouse, le Racing, Bayonne. Il a dit stop à 39 ans. Il a rejoint Marc-Andreu, Mamuka Gorgodze ou encore ses coéquipiers à Bayonne, Antoine Batut et Arets Iginiz. Le 27 mai, c'est le club de Clermont qui officialisait le départ de 11 joueurs. Alors tous ne sont pas partis à la retraite, mais en revanche, il y en a un notable, David Zirakashvili, le pilier droit géorgien, un monument à Clermont qui faisait partie des rares joueurs à avoir gagné les 2 Brennus de l'histoire de l'ASM en 2010 et 2017. Je termine rugby avec un gaillard emblématique aussi, l'immense Rodrigo Capo Ortega, c'était il y a 2 semaines. Lui aussi qui a soulevé à 2 reprises le bouclier de Brennus dans la dernière décennie. Ça fait mal ces départs de rugby quand même. Ça fait un peu mal. Hein. Fin d'une génération. Oui, parce qu'à Castres ou à Clermont, il y aurait eu des belles fêtes là quand même. Oula oui. Et niveau football, pensée émue pour une icône de la Ligue 1, la légende Florent Balmont, puits d'expérience
intense, milieu de terrain agressif, véloce dans ses meilleurs jours. Il a été formé à Lyon, il est passé par Nice, Toulouse. Une aventure technique aussi, une aventure remarquée au LOSC évidemment, où il a évolué de 2008 à 2016. D'ailleurs, il a remporté tous les trophées en France d'ailleurs. Ouais, Ligue 1, 2 à Coupe de Lyon. France, Coupe de la Ligue. Et il a rencontré 2 championnats de France, 2 à Lyon en 2003-2005 et un à Lille en 2011. À Lille d'ailleurs, où il est très apprécié puisque une chanson lui est dédiée par les Yeddins. On écoute ça. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon! Il bondit sur tous les ballons! On dirait qu'il y a 3 poumons! Voilà, et on dirait qu'il a 3 poumons. C'est ce trio au milieu de terrain avec Mavouba et Cabaye, c'était vraiment beau. Et en remplaçant de tout ça, il y avait un certain Gana Gueye. À Lille, qui commençait sa carrière à Lille. Donc devant lui, il avait Mavouba, Balmont, Cabaye, mais au cas où en remplaçant Nagay, qui aujourd'hui fait les belles heures du Paris Saint-Germain. C'est beau tout ça. Un quatuor exceptionnel. Et oui, il avait 3 poumons, puisque en plus il termine sa carrière donc à Dijon. Il a joué 18 ans en Ligue 1. Il a précisément commencé le 26 octobre 2002. À cette époque-là, un certain Eduardo Camavinga n'était même pas né, c'est pour vous dire. Et cette saison, Florent Balmont détient un record. C'est le joueur en activité comptant le plus de matchs. Vous avez 6 ans? J'avais 6 ans quand il avait commencé en 2002. J'avais 6 ans. Voilà. C'est beau. Il a 40 ans aujourd'hui, c'est un sacré ancien. Ouais. Incroyable. Et il détient le record donc de plus de matchs dans l'élite avec 513 apparitions. En tant que joueur de champ. Parce que sinon, il y a Michael Landreau qui a le record d'apparitions, mais les gardiens et en Ligue 1. Suivi de près par Hilton, donc on verra ce que ça donne. Mais Hilton qui a prolongé avec Montpellier encore pour J'ai vu un photomontage rigolo avec toutes les signatures de prolongation de Hilton avec Laurent Nicolin. Il y a genre 9 ou 10 photos en tout. Du coup, à chaque fois, il se serre la pince dans le bureau. Et à chaque fois, on voit Hilton qui bouge pas. Laurent Nicolas, on voit qu'il vieillit. Mais Hilton, rien quoi. Il y a 10 ans, c'était le même gaillard. C'est un peu pareil avec Zanetti qui joue à l'Inter. Oui, j'avais vu un montage photo. Il pensait que c'était un extraterrestre du coup, parce que de 18 à 40 ans, il n'avait pas changé de visage. Quoi. En même temps, Bernard Denis, on va se dire pareil dans 10-15 ans. Quoi. Il a déjà sa tête de 35 ans. Le gardien de Nîmes qui risque d'être transféré, enfin pas qui risque, qui devrait être transféré du côté de Angers. Voilà, vous avez des infos que je n'ai pas, Jean Sureda, d'où ça sort. J'ai toujours bordelais aux dernières nouvelles. Oui, mais j'ai mes infos, il devrait aller à Angers. D'accord. Voilà, pour à peu près 8 millions d'euros. Mais c'est énorme pour Angers, 8 millions d'euros sur le gardien, ça fait beaucoup. C'est vraiment beaucoup, ça leur ressemble pas, en plus ils sont contents de leur gardien. En plus, mais 8 millions d'euros dans la NHL, c'est strictement rien. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, on est d'accord. Maxime Brossard, c'est votre coup de cœur, coup de présentation, j'ai envie de dire, pour aujourd'hui. Coup de crosse. Enfin, coup de présentation, du coup, on sait pas encore quand la reprise va être fixée, mais on sait à quoi elle va ressembler en fait. Pour ceux qui n'avaient pas compris, on va parler de hockey sur glace. Le président de la Ligue nationale donc de hockey a dévoilé le plan de reprise. C'est-à-dire ils ont élargi le plateau des équipes présentes en play-off. Donc il va y avoir 24 équipes qualifiées en play-off. En fait, il faut savoir que donc la saison, comme beaucoup d'autres sports, a été stoppée le 12 mars. Et la plupart des équipes avaient joué entre 68 et 71 matchs. Et il faut en faire 82 pour arriver à la fin de la saison régulière en NHL. Ouais, là, il y a du rythme. C'est comme au basket. Exactement, c'est comme au basket, ouais. Et donc, on ne sait pas quand la reprise a été fixée, mais on sait donc à peu près comment ça va se passer. Donc, il va y avoir un tour de plus, et ce tour de plus va comprendre des équipes qui vont faire qui étaient, on va dire, borderline, si j'ai envie de dire, qui étaient entre la possibilité de se qualifier et la non-qualification. Et ces équipes vont s'affronter lors d'un petit tournoi de qualification entre elles, avant de pouvoir débarquer donc en quart de finale et de rejoindre les 4 franchises de la conférence Ouest et les 4 autres de la conférence Est pour débuter vraiment les playoffs comme on les connaît en NHL. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, les annonceurs télé ont dit que le format qui avait été proposé semblait très alléchant. Mais ça va se jouer où ? Et alors ça va justement, il va y avoir 2 pôles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une patinoire qui va être réservée pour l'Est et une patinoire qui va être réservée pour l'Ouest. Et il va y avoir une énorme logistique mise en place pour éviter bien sûr que toutes les équipes se croisent et les problèmes de contamination. Et donc voilà, ce sera sur ces 2 pôles-là. Et ensuite, ça continuera toujours sur ces pôles-là une fois que le mini playoff aura pris fin et qu'il y aura les vrais playoffs qui vont commencer. Et pour revenir donc à ce mini playoff et vous dire à quel point ça va rameuter les amateurs de hockey dans ce mini tournoi, alors que des équipes comme Pittsburgh et Montréal ne devaient pas se qualifier, qui sont des équipes mythiques avec
avec énormément de titres et beaucoup de fans, énormément de fans. Et bien, Pittsburgh et Montréal vont s'affronter justement lors de ce mini tournoi. Donc, ça va être du beau hockey et tous les amateurs de hockey sont très pressés que ça reprenne. Mais il y aura du public ou pas ? Eh bien, alors là, bonne question. Voilà, ça, on ne sait pas s'il y a du public, mais comme je vous disais, surtout c'est au niveau des annonceurs et de la télévision. Là, ça fait plaisir, oui, bien voilà, sûr. Il y aura du monde derrière le poste. On sait que là, il y aura du monde derrière le poste. Après, pour ce qui est des salles, je peux pas. On ne sait pas encore. Vous, l'amateur de rugby, est-ce que c'est un exemple à prendre éventuellement pour une reprise du top 14 d'avoir, on laisse Bordeaux, Lyon qui sont en haut, on les laisse pour les phases finales, mais est-ce qu'on peut prendre le ça c'est fini, c'est fini. Ça se fera pas le rugby. C'est fini. Mais l'idée aurait pu être. Ouais, ça aurait pu se faire, mais bon. On va dire que la force logistique de la NHL n'est pas celle du rugby français. Quoi. Les enjeux sont pas exactement pas les mêmes. Les enjeux sont pas les mêmes, donc honnêtement. Heureusement que le rugby a encore un peu la tête froide là-dessus, moi je trouve. Hein. Ouais, mais ils étaient, on va dire, à la limite entre avoir trop poussé le professionnalisme et avoir encore un petit pied dans, on va dire, le semi-professionnalisme. Et c'est ce qui pour l'instant permet un peu au rugby de rester à flot, mais attention parce que comme j'avais dit la semaine dernière. Le rugby, il faut surtout qu'il y ait la possibilité justement d'avoir des gens dans les stades. Parce que c'est la billetterie qui fait le gros du budget des clubs. Et donc là, s'il n'y a personne dans les stades à la reprise, ça va sentir très mauvais pour tout le rugby français. Merci messieurs, place à l'agenda de la semaine. Sportez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic, et nous avons toujours un petit peu d'actualité. Le sport reprend petit à petit. Nous avons des matchs à vous communiquer sur les dates et les horaires, et on a aussi des dates de reprise du sport. Des petites infos. On va commencer par le football et on va partir en Allemagne. Oui, en Allemagne, parce qu'il reste un match ce soir pour la 29e journée du championnat d'Allemagne. C'est la 4e journée déjà depuis la reprise post-Covid, avec un match entre Cologne et Leipzig ce soir à 20h30. Un match intéressant à suivre parce que Leipzig, ils sont pour l'instant 5e provisoire. Il y a Gladbach et Leverkusen, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui leur seront passés devant. Ce sont les grands perdants du Covid, Leipzig, ils perdent beaucoup. Pour l'instant, on est d'accord. Ils peuvent très bien revenir un petit peu. Finalement, ils sont qu'à 5 points de Dortmund avec un match en moins, donc c'est pas non plus catastrophique pour eux. Gladbach et Leverkusen, donc qui sont repassés devant un point devant Leipzig à la faveur de leur victoire, et Gladbach qui continue de compter bien comme il faut sur ces Français, puisque Thuram a marqué un doublé et Plea a marqué encore un but. À eux deux, ils ont marqué 6 des 8 buts du club depuis la reprise, donc c'est quand même c'est pas mal. C'est plutôt correct. Les Français portent un peu Gladbach en ce retour de Covid. Je tiens à signaler que le Bayern a explosé Düsseldorf 5-0 avec aussi là un Français qui brille, Pavard, qui a marqué un but et qui a provoqué un contre son camp. Voilà. Un troisième but que je vous invite à voir si vous avez envie de voir un beau but, le troisième but du Bayern. L'action elle est hallucinante, ce qui amène Kimmich dans la surface et après Kimmich talonnade, Müller passe à l'aveugle. Oh là là. Tu l'as vu ce but ou pas Tu l'as vu, Maxime? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Je vous le mets sur la conversation. Personne ne le regarde là. En plus, c'est un peu comme la SRsoise, Maxime. La SRsoise, là c'est quand même un autre niveau. Je suis pas sûr que ça joue comme en Bundesliga. Regardez en tout cas. C'était magnifique, et Dortmund a répliqué le lendemain en mettant 6-1 à Paderborn. 7 buts dans ce match, tous en deuxième mi-temps. Les mecs ils sont je sais pas ce qu'ils ont pris. C'est un peu comme Maxime, c'est échauffement le premier quart d'heure et après on joue quoi. C'est Sancho qui a marqué pas mal de buts. Sancho triplé. Triplé. Il est chaud lui. La prochaine journée, la 30e donc, c'est ce week-end avec samedi un Bayer Leverkusen, Bayern de Munich, un grand classique intéressant à suivre à 15h30 et un Dortmund Hertha Berlin à 18h30. En foot, on va vous parler des autres championnats parce que ça y est, on a des dates, ça tombe. Angleterre, Première Ligue, 17 juin. Voilà, le jour de l'anniversaire de Léon. Les 1 an, c'est parfait. Et on va reprendre très fort. On n'a pas encore les détails, les heures et tout, mais il y aura 2 matchs en retard qui vont jouer avec notamment Manchester City, Arsenal. Et quand on voit la forme de Bruyne, c'est le moment de jouer Manchester City. Et le week-end suivant, pour la 30e journée, on aura Everton, Liverpool, bam, Tottenham, Manchester United, bam, bon bref. Et la Ligue 1, on en reparlera après. Et la Ligue 1, on en parle en Espagne, la Liga, pour le coup, elle reprend le 11 juin aussi par un beau derby FC Séville, Betis Séville. Le 13 juin, on aura Barça Mallorca, on aura Bilbao, Atlético le lendemain. Ça fait rêver. Et le jeudi, le Real Madrid, tout ça 22h. Et l'Italie, ce sera le 20 juin. l'Italie. Match en retard de la 25e journée avec un Inter Sampdoria notamment. Bref, intéressant. Tout ça, ça reprend.
Et pas la Ligue 1. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Par contre, ça reprend aussi en NBA. Enfin, ça reprend. C'est pas encore. Une tentative mais de voilà, reprise. on est sur la même, un peu les mêmes nouvelles que la NHL, avec une date tout du moins, qui commence à se dessiner, qui sera le 31 juillet, avec une reprise de la NBA à Orlando, à Disney World, une salle qui peut contenir 5000 spectateurs s'il y en a, surtout un grand complexe hôtelier qui va permettre à toutes les équipes de rester là. La vraie question, et elle est large, c'est sur le format. Est-ce qu'il y aura des matchs de saison régulière ou pas ? Il y en avait entre 15 et 19 qui restaient à jouer. Est-ce qu'il y aura des playoffs ? Si oui, à combien ? 16, 20, 22 conférences différenciées ou pas ? C'est la division totale en NBA sur ce point. On verra, il y a même des joueurs qui ont dit si c'est pour revenir jouer des matchs de saison régulière et pas être qualifié, moi je joue même pas. Damien Lillard notamment pour Portland, pour ne citer que lui. Voilà pour la NBA. Un mot de tennis, de rugby, de boxe et de Formule 1. Ouais, le tennis ce sera très rapide, c'est juste pour dire que Gaël Monfils et Bernard Giudicelli ont parlé sur Twitch et le président de la FFT a confirmé à Gaël Monfils que Roland Garros aura bien lieu le 27 septembre et si possible de préférence avec du public. Enfin, nous ils ont remboursé les places parce que je devais aller voir la finale. Oui, non, mais c'est normal, voilà, mais après vous serez privilégié pour assister, je pense. J'irai l'année prochaine, septembre. Non, c'est mort. Il est chocotte le surélève. Ah, bien sûr. En rugby, on peut dire que les joueurs ont retrouvé le chemin au moins de leur stade et de leur camp d'entraînement. Alors on n'est pas encore sur les entraînements intensifs, mais au Stade Toulousain, les joueurs sont revenus pour des tests physiques et médicaux. À Toulon aussi. Voilà, ça reprend petit à petit. En boxe, on va parler de Tony Yoka, mais pas pour ses performances sur Instagram, mais pour dire qu'il a annoncé qu'il ferait 3 combats d'ici la fin de l'année. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que depuis 2016, il oubliera Instagram quand même. Ouais, c'est ça. En Formule 1 aussi, on a des détails. On savait déjà que la saison démarrerait certainement en juillet en Autriche avec 2 grands prix, le 5 et le 12 juillet. C'est parti pour être ça sur le circuit de Spielberg. On enchaînerait avec la Hongrie le 2 août. Et là, on l'a appris, Silverstone, le gouvernement britannique a accepté qu'au mois d'août, il y ait 2 grands prix là-bas aussi. Voilà, ce serait pour une saison qui se terminerait en décembre à Abu Dhabi, entre 15 et 18 courses au lieu des 22 programmées. Merci Lucas, au moins nous sommes complets. Nous on se retrouve dans moins de 3 minutes dans Sportez-vous bien.
Portez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, les questions du jour en cette période de déconfinement. Il y a 4 questions, et puis une sorte de liste de palmarès, etc. à retrouver. La première question, messieurs, elle est très simple pour Maxime, Marek et Lucas. Qu'a fait Eddy Merckx lors du Tour de France 1969? Il a remporté tous les maillots distinctifs. Et ben voilà, comme ça on gagne du temps, on peut en parler tout de suite. Ça, c'est une très bonne réponse, c'était plutôt facile. Enfin, il fallait le savoir. Le cyclisme, ça me... Voilà, fallait le savoir, mais quelque chose quand même de titanesque, c'est que la même année, il a remporté le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot vert. Ça, c'est une énorme performance. Et oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le cannibale. Et dans l'absolu, il a en plus, sur ce même Tour de France, il est premier au classement de combativité et premier au classement du combiné. Oui, donc c'est-à-dire que tous les tableaux, il y a juste le classement des points chauds où il n'est pas classé, il n'est pas dedans. Mais c'est celui où on doit boire un café à la fin. Donc, il s'est dit non, c'est trop facile, j'arrête. Mais voilà, c'est une performance qui aujourd'hui, on est d'accord, ne devrait plus arriver. Enfin, non, il va falloir être fort. Non, le dernier coureur qui était comme ça, hyper complet, qui était capable c'était Jalabert. Mais d'ailleurs, il a remporté le maillot vert du Tour de France et le maillot à pois, donc c'est quand même assez rare. C'est à cause du professionnalisme, c'est-à-dire que chacun est sur des... Non, mais c'est du professionnalisme. Les qualités aussi. Mais ouais, des qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un bon sprinter, il faut faut peser lourd, faut avoir des bonnes cuisses et très explosif. Et quand tu veux être un bon grimpeur, il faut être finguette. Eddy Merckx, 74 ans aujourd'hui, mais un palmarès absolument titanesque, 11 grands tours, le Tour de France en 69, 70, 71, 72, 74, le Tour d'Italie en 68, 70, 72, 73, 74. En 74, il fait le doublé France-Italie et il gagne le Tour d'Espagne en 73, donc c'est-à-dire qu'en 73, il fait le doublé Espagne-Italie aussi. Il a remporté 34 étapes sur le Tour de France, il est triple champion du monde professionnel, une fois champion du monde amateur, il est champion de Belgique, il a remporté le Paris-Nice plusieurs fois, Milan-San Remo, il a remporté quasiment toutes les classiques, c'est un palmarès absolument titanesque du cyclisme. Et en plus, sur le Tour 69, en plus d'être au classement général, il a remporté quand même pas moins de 6 étapes. Est-ce que c'est pas le plus grand coureur de tous les temps, j'ai envie de dire? Si. Ah oui, clairement. Simplement. Au niveau du... Oui. Le Tour de Lombardie, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, le Paris-Nice, le Tour de Catalogne. Voilà, il a remporté tout ça. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, vous avez dit. Paris-Roubaix, il a gagné la Lombardie aussi ou pas? Lombardie, il l'a gagné 2 fois. Il a gagné tous les monuments. Voilà, c'est ça. Il a même gagné le Tour de Bruxelles une fois. C'est le seul tour qu'il a fait. Enfin, c'est la seule classique qu'il a gagné qu'une fois. Ouais, enfin, c'est rien du tout. Je crois qu'il avait un record de l'heure aussi à Mexico, je crois, un truc. Ça c'est possible. Le Milan-San Remo, il l'a gagné pas moins de 7 fois. Liège, il l'a gagné 5 fois. Quadruple champion du monde si on compte amateur professionnel, c'est absolument titanesque. Ouais, c'est clair. Et par contre, si aujourd'hui il était cycliste, il serait peut-être bien payé. Et c'est justement le classement des sportifs les mieux payés selon Forbes. Ça a été officialisé hier. C'est facile, ça, j'en suis d'accord. Ouais, mais attendez voir la question. Okay. Attendez de voir la question. Roger Federer est le sportif le mieux payé du monde avec 100,6 millions de dollars. Il y a dans ce classement Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, LeBron James, Stephen Curry, Tiger Woods, bien évidemment, pour dire que moi je me tourne sur le classement des footballeurs. Donc je viens de le dire, il y a Cristiano Ronaldo avec 94 millions d'euros, donc j'ai fait la conversion. Lionel Messi juste derrière avec 93,8 millions d'euros. Neymar avec 86,1 millions d'euros. Et à partir de là, il y a un creux. C'est-à-dire on perd 50 millions d'euros. Et nous avons Mohamed Salah, qui est le premier joueur africain avec 31,1 millions d'euros. Nous avons Mbappé, nous avons Iniesta, nous avons Ozil, Pogba, Griezmann. Mais qui est le 10e, messieurs? L'avait dit. Ça c'est chaud. L'avait dit? Non, l'avait dit, non. Ramos? Non. C'est un joueur comme ça un peu exotique qui est non du tout, bien connu, il joue en Europe, il est international. Redites-moi les 9 premiers s'il vous plaît. Alors les 9 premiers, vous pouvez les noter. Alors Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, pas moins de 3 Français, c'est le premier pays au classement. Salah, Mbappé, Iniesta, qui joue au Japon, 26 millions d'euros. Ozil, Pogba, Ozil à Arsenal, 25 millions d'euros. C'est cher payé. Ils sont bien fait avoir. Pogba, et Griezmann, et je veux le 10e. Ok, Lewandowski. Lewandowski, non. Van Dijk. Est-ce que c'est en français? C'est un Français? Non, c'est pas un Français. Et si je vous pose la question, c'est qu'il est connu, mais c'est pas le premier, loin de là qui va nous venir. J'imagine bien, ouais. Est-ce qu'il joue défenseur? Non. Est-ce qu'il joue en Angleterre?
Oui. Est-ce qu'il joue dans un des 5-6 gros clubs là? Il est dans les puissants. Est-ce que c'est un attaquant? Non. Un gardien? Oui. Alisson Becker? Non. Ah, Yoris. Non. Ederson. Ederson, ouais, j'allais dire. Ah, c'est pas le mec Pickford là? Non. Setch? Non. Non, c'est Sny, non. Bert Leno? Non, il vous reste l'autre. Bah Vous avez fait David Arsenal. Derrea. Ah, Voilà. de Réa. David Derrea qui est le premier gardien de ce classement, 23,1 millions d'euros sur l'année l'année 2019. C'est pas mal, Par rapport à vous, Lucas, c'est beaucoup plus. Moi? On va pas dévoiler les chiffres à l'antenne. Attends, c'est gênant. Je viens de m'acheter un meuble à 20 €, j'en suis là. J'en suis pas là. On va dévoiler les chiffres à l'antenne. Et pour revenir sur les sportifs, Roger Federer, c'est 106 millions de dollars. Oui, plutôt. Ouais. Pardon, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que c'est sur les 100 millions, c'est 100 millions de pubs et seulement, entre guillemets, 6 millions grâce à l'ATP, grâce à ses résultats sportifs. Je crois que c'est parce qu'il est passé de Nike à Uniqlo, je crois. Ils lui ont fait un contrat de malade. 300 millions sur 10 ans. Ouais. Voilà, c'est rien que ça. Et en plus, Roger le mérite. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'il a laissé à Nike la possibilité d'utiliser encore son image. Sans contrepartie, quoi. C'est-à-dire, il leur a dit si vous voulez utiliser mon image pour quelque chose, c'est gratos, vous pouvez. En même temps, il est chez Nike depuis depuis très longtemps. 15, 20 ans, Je crois qu'il a gardé les baskets Nike d'ailleurs. Et dans ce classement, il y a quasiment. Ou Adidas, ou Reebok, ou un truc, on est obligé. Ah, mais là, on parle de marque. Vous avez vu, je suis à l'ouest sur ça, j'en suis sincèrement non, mais là, désolé. ça va. On va expliquer aux auditeurs et ils doivent le savoir, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on cite une marque, nous sommes obligés de citer 3 marques. Vous savez quoi, genre. Sauf notre partenaire. Voilà, S'ils veulent être cités, ils ont qu'à nous envoyer des produits et puis on citera les marques. Ah oui, hein. On est preneurs, nous. Mais Intersport est notre partenaire, on les salue d'ailleurs. Et eux, on a le droit de les citer sans citer les concurrents. D'ailleurs, n'allez pas chez les concurrents, mais allez bien. Jamais. Allez bien chez Intersport, bien évidemment. Et dans ce classement des sportifs les mieux payés, la première femme est 29e. Autre petite question, est-ce que vous savez qui est cette femme? Serena Williams? Non du tout. Mais par contre, vous êtes dans le bon sport. Vous êtes dans le bon sport. C'est le tennis. Ah, Maria Sharapova? Non. 37,4 millions de dollars. Osaka, la japonaise qui est la première femme de ce classement. Une autre question, messieurs, dans les questions du jour dans Sportez-vous bien. Question simple, qui est Papa Bouba Diop? Papa Bouba joueur de foot, ça, Papa Bouba Diop. Oui, mais c'est qui? Et c'est qui? Non, mais il est chiant. Mais oui, bien sûr, je suis chiant. C'est un mec qui s'appelle Papa Bouba Diop. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Papa Bouba Diop, Papa Bouba Diop. Oui. Pourquoi il nous en parle aujourd'hui? Allez. C'est un record, il a fait un record. Record, non. Il joue encore? Il ne joue plus, il a 42 ans. Il est passé par Sénégal. Athènes. On est sur du foot. Vous avez dit? Il joue avec le Sénégal. Donc, nous sommes le combien? Ah, mais c'était 2002, alors là, quand le Sénégal nous a battus. Ah, c'est celui qui a battu contre nous. C'est le buteur du Sénégal. Ouais. Il y a 18 ans, jour pour jour, hier, le Sénégal de Tony Silva et du Sochalien Omar Daf. Je suis obligé de le citer, bien évidemment. Il était titulaire. El Hadji Diouf. El Hadji Diouf. Chacun ses moments de gloire. Le 31 mai 2002, débutait la Coupe du Monde 2002, donc en Corée du Sud et au Japon. C'est le buteur du Sénégal qui a permis tout simplement à son pays de réaliser un exploit, c'est-à-dire de battre la France championne du monde en titre, parce qu'on avait gagné en 98, bien évidemment, et championne d'Europe tout simplement, à gagner. Ils sont arrivés en quart de finale. Mais justement, s'ils sont arrivés en quart de finale, messieurs, et là on va rester maintenant sur la Coupe du Monde 2002, parce que c'était le début de cette Coupe du Monde il y a 18 ans, jour pour jour, hier. Est-ce que je pense que oui, est-ce que vous pouvez me donner le dernier carré de cette Coupe du Monde 2002? Eh bien, il y avait le Brésil. Alors, le Brésil champion du monde, l'Allemagne champion du monde, la Corée du Sud qui a fini 4e, qui a été éliminée en demi-finale contre l'Allemagne et qui a perdu à la 3e place. Et qui est 3e? Il y avait la Turquie aussi. Et la Turquie. Très bonne réponse. C'est le rugbyman. Il m'énerve à faire croire qu'il ne connaît pas en foot alors qu'il a tout le temps les réponses. Allez, sur les vieux matchs, maintenant je vous dis, j'ai arrêté le foot en 2010. Donc avant, j'étais une machine, j'étais un joueur de foot. Mais après, la passion s'est estompée. La Turquie qui a éliminé le pays hôte, le Japon. En fait, la Turquie a joué contre les deux pays hôtes. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé le Japon en 8e de finale et ils ont perdu pour le match de la 3e place. Le super attaquant turc à cette époque-là qui avait fait une super Coupe du Monde. C'est pas Kansukur? Non, c'était pas Kansukur. Un petit ailier là. Un petit effort, Maxime. Ah oui, Maxime. Je me souviens de Roustou, le gardien. Il était marrant, ressemblait à un quarterback de NFL. Vrai, il se mettait du trait noir sous les yeux. Et là maintenant, messieurs, je vais vous demander un stylo et un papier parce qu'on va démarrer. On va partir. Je vais vous demander de me retrouver les 23 noms des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2002.
Oh, c'est pas difficile ça. Et je vais être honnête, totalement transparent avec vous. Alors, en 2002, avant de me dire c'est pas vrai, c'est pas possible, j'avais 6 ans, il y a un joueur que je ne connais pas. Il y a un joueur dans cette liste que je ne connais pas et qui pourtant joue dans un club absolument titanesque, mais je ne connais pas ce joueur. J'ai de nom vaguement et j'ai découvert après le joueur. Alors, on commence par celui qui n'est pas footballeur, hein, bien évidemment. Ouais. Maxime Brossard. Zidane. Zidane, oui, qui est champion du monde en 98 et champion d'Europe en 2000. Zinedine Zidane avec le Real Madrid à l'époque là. Marek Keita. Thierry Henry, il jouait à Arsenal à cette époque-là. Il est également champion du monde. Coraline. Je vais tenter un Barthez. Fabien Barthez, champion du monde aussi. Il jouait à Manchester United cette année-là. Lucas Serdic. Oui. Putain, j'ai même pas écouté les 3 premiers. J'étais en train de noter. Barthez, Zidane, Henry. Et c'est la dernière fois que je répète. Noté, ouais. Ok. Alors, Trezeguet. David Trezeguet, il joue à la Juventus de Turin et lui aussi fait partie des champions du monde en titre lors de cette Coupe du Monde. Maxime Brossard. Lizarazu. Vicente Lizarazu joue au Bayern Munich et lui aussi est champion du monde. Pour l'instant, vous m'avez donné que des champions du monde en titre. Marek Keita. Vieira. Patrick Vieira, lui aussi champion du monde. Il jouait à Arsenal à ce moment-là. Coraline. Deschamps. Et non, Didier Deschamps n'est pas là, il a pris la retraite. Et d'ailleurs, c'est pas le capitaine. Le capitaine, vous l'avez compris que c'est forcément un autre joueur. Et je vous le dirai, je pense que vous l'avez. C'est Desailly. Et voilà, Marcel Desailly, champion du monde en titre aussi. Il jouait à Chelsea à ce moment-là. Maxime Brossard. Voilà. Il vous reste beaucoup de champions du monde. Il vous reste... Candela, vas-y. Candela, voilà, il joue à l'AS Rome à ce moment-là. Il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 champions du monde, par exemple. 98. C'est pas moi. Marek, c'est à vous, oui. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, je l'ai vu, il est là, il joue à Chelsea à ce moment-là. Et vous l'avez dit, champion du monde 98 aussi. Lucas Serdic. Thuram. J'allais dire Marcus Thuram. Lilian, les époques, c'est ça. Lilian Thuram, la Juventus de Turin à cette époque-là, le numéro 15 de l'équipe de France 2002. Et champion du monde aussi. Maxime Brossard. Pires. Robert Pires n'est pas là. Élimination. Voilà. Je savais pas. Élimination de Comment Maxime blessé. Robert Pires n'est pas là, non. C'est bizarre il a remplacé. quand même, Oui, je crois qu'il était blessé à ce moment-là. Parce que là, c'était la grande époque Arsenal. Pas de raison qu'il y soit pas lui. Finale entre Marek et Lucas. Je commence par Marek. Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff, bien évidemment. Il joue à Bolton au moment de la Coupe du Monde. Lucas Serdic. Nicolas Anelka. Et non. Bah si. Ah non, Nicolas Anelka n'y est pas. Enfin, c'était le meilleur. Il jouait à ce moment-là. Non, il n'y est pas. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un nom pour conclure ou pas? Quand même, il y en avait 15 000 autres. Il est comme Mehdi, il supporte pas perdre. Non mais pas là-dessus quoi, je veux dire. Regardez-le. Ça va, j'en suis un au collège. Bah si. Je me souviens que c'était la meilleure attaque. Il y avait 4 meilleurs attaquants de 4 championnats différents à cette époque-là. Il y avait Trezeguet. Il y avait Trezeguet en Italie qui était le meilleur buteur de l'Italie. Il y avait Henry, meilleur buteur en Angleterre. Il y avait Cissé, meilleur buteur en France. Et il me semblait qu'il y avait Anelka, meilleur buteur en Espagne. Donc il y avait. Il reste un champion du monde encore. Oh, il en reste beaucoup. Alors ce qui vous restait, en gardien, il vous restait Grégory Coupé et Ulrich Ramé. Ah ouais, Ramé. Ouais. En défense, il vous restait. Alors c'est celui que je connais pas. Alors voilà, désolé, mais c'est Philippe Christenval. Ah ouais, Christenval. Il joue à Barça. Du Barça, mais il joue à Monaco. C'est pas mon époque. Franck Leboeuf, bien évidemment. Willy Sagnol, Michael Sylvestre, Claude Makelele, Johan Mikou, Djibril Cissé. Le grand Christophe Dugarry et enfin Sylvain Wiltord qui a marqué un début de victoire. Et Anelka, il a fait l'Euro 2000, je comprends pas. Et il n'y était pas, Nicolas Anelka. Victoire de Marek Keita. Bravo. Marek Keita a profité de l'absence de Mehdi Guillonneau qui arrive dans 10 secondes. On se retrouve tout de suite pour le débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Et avant de démarrer le débat, il est en train de s'installer. On va le laisser s'installer. Alors, il y a Nicolas Anelka, alors, ou pas Il est pas là. Non, je cherche pourquoi il est pas. Ah. Et bonsoir, Mehdi Guillonneau. De la même manière qu'avec Domenech, c'est pour ça. Ça chante tout. J'en avais plein, les Sylvestre, compagnie, Mikou, Bogossian, Ramé, Coupé. Bogossian, par contre, tu t'es planté. Il a fait 98 et c'est tout. Tu sais, il était là, Bogossian. Bogossian était là. Moi, je pense qu'il y a encore. Mais oui, Bogossian était là. Il y a Wiltord devant. Attendez, je vous Non, mais c'est pas possible. Tenez la liste.
Bogossian, c'est le premier des milieux de terrain. Regardez. Il m'a manqué quelques-uns, mais. Enfin, Bogossian. J'en reviens pas. Il a pas fait l'Euro 2000, Bogossian. Ah oui, mais il est là pour. C'est comme Raphaël Varane qui a pas fait. Et pourquoi il était pas là à l'Euro 2000 alors ? Bonne question. Parce que c'est trop facile. Trop facile, on a gagné trop facilement. Bonsoir donc Mehdi Guillonneau. Bonsoir messieurs. Vous avez changé votre place avec Maxime Brossard parce qu'en cette période de déconfinement, nous n'avons pas le droit d'être plus de 3 dans les studios et 2 dans les locaux de la régie. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un chroniqueur à la régie. Donc là vous avez changé avec Maxime Brossard. Pourquoi ? Parce qu'on va parler football. Parmi les 5 grands championnats de football, seule la France ne reprend pas la saison. Une décision gouvernementale qui fait débat à tous les niveaux. L'aspect sportif et surtout l'aspect financier au cœur des échanges, parfois houleux, comme l'indiquait la une de l'équipe il y a 3 jours. La question peut-être vulgaire, j'en suis désolé, je reprends juste la une de l'équipe. Est-ce que nous passons pour des cons ? Mehdi Guillonneau. Oui. Marek Keita. Un peu. Et Lucas Serdic. Eh ben oui. On est d'accord, messieurs, enfin, si je peux donner mon avis, on est d'accord, Lucas, pour quelle raison on passe pour des idiots ? On va arrêter le gros mot et on va parler de ça. Je sais pas, parce qu'on a donné des leçons, on se faisait croire qu'on était plus raisonnable, plus sage que les autres, à vouloir arrêter, à vouloir prendre une décision précipitée, alors que les autres ont plutôt attendu face effectivement à des contraintes économiques. Personne s'en cachait, dont les grands championnats comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, les enjeux économiques étaient très importants, mais au moins ils sont restés un peu droits dans leurs bottes, alors que nous, je sais pas, c'est n'importe quoi. Il y a pas un président, il n'y a pas un mec qui sort de la mêlée pour un espèce d'intérêt collectif. Jean-Michel Aulas dans l'absolu, on va parler de Jean-Michel Aulas. Il n'y en a pas un qui va pas défendre son bout de gras, il n'y a pas un qui va s'exprimer et qui va livrer une opinion qui ne serait pas favorable à son club. Il n'y en a pas un. Est-ce que le problème ne vient pas justement du président de Lyon, du président d'Amiens ? Alors je dis le problème entre guillemets parce que comme vous l'avez dit, ils défendent leur intérêt. Je me tourne vers Mehdi Guillonneau. Est-ce que ces clubs-là où ils perdent beaucoup, c'est-à-dire Amiens est relégué en Ligue 2, Lyon qui compte toujours sur une qualification européenne pour pouvoir équilibrer ses budgets, même s'ils sont loin d'être dans le rouge à l'Olympique Lyonnais, est-ce que si ces deux clubs au départ, ces deux présidents au départ avaient dit on accepte cet arrêt parce qu'il y a le coronavirus, parce qu'il y a de nombreux décès, parce qu'il y a des vies en danger, parce que c'est une crise sanitaire, on accepte, mais est-ce que le fait justement de vouloir absolument reprendre pour les intérêts, comme vient de le dire Lucas, c'est ce qui a mis de l'huile sur le feu ? Parce que c'était les derniers à vouloir s'accrocher à ça et que les autres, ça les arrangeait bien d'arrêter. On pense à Nîmes, on pense à Rennes. Mais ils étaient tous contents que ça s'arrête. C'est ça qui est affreux. C'est que, ou alors, il y a une certaine pression, on va dire, sociale en France qui fait que dire que le foot devait reprendre, c'était pas bien. Je pense qu'il y a de ça aussi et que certains ne disent pas ouvertement ce qu'ils pensent, qu'ils aimeraient que ça reprenne ou alors qu'on se soit donné plus de temps pour réfléchir, mais je pense que c'est ça le souci. Ouais. Marek Keita, vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit là ? Ouais, je pense qu'effectivement, on subit beaucoup. Déjà, on a voulu faire, monsieur le Premier ministre a dit ça, il va falloir suivre. Je pense qu'on a été un peu idiot, oui. Après, mais surtout qu'ils se rejettent la faute l'un sur l'autre, c'est-à-dire que le gouvernement rejette la faute sur la Ligue et la LFP, et la LFP, la Ligue et la Fédération rejettent la faute sur le gouvernement. C'est-à-dire donc il y en a qui mentent. Exactement, c'est-à-dire qu'avant, au moment où le gouvernement annonce le confinement total ou quasiment total, donc l'arrêt du championnat de France de Ligue 1 et Ligue 2, faut pas oublier la Ligue 2 puisqu'il y a beaucoup de perdants aussi en Ligue 2 dont Orléans et Le Mans, il dit clairement que le championnat s'arrête et c'est vrai que jeudi soir lors de sa prise de parole le Premier ministre Édouard Philippe avec les ministres de différents secteurs santé, public, etc. a dit mais non, nous on prend pas la place justement des présidents de la Ligue, des présidents de la fédération. Là il y a quand même deux paroles différentes. Comme vous l'avez dit, il y en a qui ment là. Oui, c'est ça, mais je pense que le scénario a été un petit peu, c'est-à-dire que les présidents, ça les arrangeait bien, la plupart, que ça s'arrête. Donc le gouvernement est venu prendre le pouls auprès du football français. Ils ont senti qu'il n'y avait pas une grande envie de continuer. Donc ils ont annoncé ça.
Et du coup, la Ligue derrière, puisqu'il y a eu un conseil d'administration de la Ligue, quand même derrière l'annonce d'Édouard Philippe pour entériner ça. Et du coup, ils se sont rangés là derrière parce que ça a arrangé tout le monde, tout simplement. Lucas Serdic, vous l'avez dit sur le groupe des réseaux sociaux de Sportez-vous bien il y a quelques jours, et je vous avais posé cette question. Est-ce qu'il ne manque pas une réelle prise de parole de la présidente de la LFP par rapport à ça? Parce qu'on a l'impression, j'ai l'impression, alors c'est pas la fédération, parce que là, par exemple, Noël Le Graët, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, assume et parle et prend une position et parle réellement. Mais j'ai l'impression qu'on se retrouve à la Fédération française de football en 2010 où il y a personne ne guide le bateau, le navire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est bizarre. La LFP, effectivement, depuis que Didier Quillot est arrivé, il a et c'est lui qui parle. Il a ce poste de directeur exécutif, donc au final, c'est le patron. Il a quand même maintenu un espèce de statut un peu bâtard, entre guillemets, de présidente de la LFP, qui est Nathalie Bois de la Tour, mais qui, dans les faits, n'a aucun pouvoir quasiment. Elle est le visage, on va dire, de la Ligue, mais celui qui prend la décision, c'est Didier Quillot, et je crois cette position-là lui va bien, d'être un petit peu en retrait, mais le problème, c'est que là, il faudrait qu'il se mette un peu en avant, quoi. Il faudrait qu'effectivement la Ligue défende ses intérêts, parce qu'à la fin, c'est le président de la FFF qui passe pour le gros boss du foot français, alors que oui, certes, il est le président de la FFF, mais il n'est pas... Il y a des clubs professionnels qui ont une voix aussi à faire entendre. Dans les autres pays, ça marche comme ça, et en France, ça devrait aussi marcher comme ça. Surtout que la Ligue 1, Noël Le Graët, il s'en fout. Hein. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'équipe de France pour faire entrer des sous. Et puis il a calé sa finale de Coupe de France. Il a calé ses finales, il a calé ses matchs de l'équipe de France. La Ligue 1, il s'en fout, quoi. Voilà. Et la Ligue 2, celui qui parle le plus au nom des clubs de Ligue 1, c'est Jean-Michel Aulas. Justement, on va y venir, messieurs. Jean-Michel Aulas, maintenant, est-ce qu'il a raison de parler de ça? Et justement, est-ce que ce qui a fait défaut sur ses prises de parole, parce que voilà, moi perso, je pense qu'il commence à avoir un peu raison, même si j'étais pas du tout de son avis au début du confinement, on en avait parlé tous ensemble. Est-ce que son problème, c'est d'avoir voulu un arrêt, une saison blanche, d'avoir voulu des playoffs, etc., d'avoir une ligne de conduite qui varie ou pas? En fait, cette ligne de conduite, elle sort un petit peu de... Jean-Michel Aulas suit souvent les grandes écuries européennes. Et ce qu'il a déclaré au départ avec les playoffs, tout ça, c'est avant que l'UEFA donne ses consignes, avant que toutes ces choses-là se passent. Et à partir du moment où l'UEFA a donné ses consignes, il a suivi un petit peu ce que disaient les grands clubs. Et donc oui, lui a raison maintenant, et il s'est trompé avant. Voilà, mais tout simplement, il suit ce que dit l'UEFA. Mais c'est sûr que je comprends que pour certains, il soit inaudible par rapport à ce qu'ils disent. Mais il a 100% raison, et c'est le seul à avoir raison sur les dernières semaines. Lucas Serdic? Ouais, le problème de Jean-Michel Aulas, c'est qu'il parle trop. Contrairement à Noël Le Graët qui parle pas beaucoup, mais une ou deux fois, et il tape fort. Le problème de là, c'est qu'il passe pour un guignol, malheureusement, parce qu'il l'ouvre trop tous les jours. Au bout d'un moment, ça passe même pas. Puis il rassemble plus comme avant, Lucas. Oui, bien sûr, mais ça passe même pour, comment dire, de l'insécurité, quoi. Tu te dis, le gars, je crois qu'on a compris, quoi. Mais ouais, c'est dommage. Et puis effectivement, il rassemble plus. C'est pas lui le boss, quoi. C'est pas lui qui pèse le plus lourd non plus. C'est Paris et Marseille. Marseille, à leur tête, il y a un guignol, mais. Aussi. Mais vu qu'il parle beaucoup, il était chez nos confrères de Canal+, dans le Canal Football Club hier, une interview avec Olivier Talaron, et il évoquait 800 millions de pertes pour les clubs professionnels en France. C'est absolument titanesque. On est d'accord, c'est irrécupérable, surtout en France? C'est trop tard. Oui. Ouais. Même le PGE, là, le prêt garanti par l'État, au final, ça fera rien. Ça fera rien. Le Marseille est au bord du dépôt de bilan, avec le LOSC. Marseille, Bordeaux, il y a 3 qui est pas bien du tout. Nancy aussi. C'est des très gros. Je crois qu'il y a le LOSC aussi dans les cas. Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux. Donc c'est considérable. Bon, ils vendront. Ils s'en sortiront au ras des pâquerettes, et puis voilà. Et tout dépend aussi du football anglais, parce qu'on sait que c'est le football anglais, entre guillemets, la locomotive. C'est quoi les dates de mercato? Ça me déprime, vraiment là. On parle d'un truc qui me déprime. On va voir Paris et Lyon qui vont devoir défendre leur chance en Ligue des Champions. Au mois d'août, ils sont en 8e et en quart de finale. Avec 0 match depuis le mois de mars. Il va y avoir. Alors c'est ce qui a été ouvert quand même ces derniers temps. Match amicaux en juillet. Match amicaux en juillet, donc pourquoi pas. Lyon et Paris, ils vont en faire. Pourquoi pas faire un petit tournoi en juillet? Donc en France, on va faire des matchs amicaux, mais on va pas faire de match de Ligue 1 à huis clos. Non. Ça, non.
Mais on est vraiment des... Mais ouais, maintenant c'est trop tard en fait, Lucas. Le souci c'est que maintenant c'est beaucoup trop tard. Pour reprendre vos propos. Ouais, s'ils voulaient tous. Si les 20 clubs là, ils voulaient tous. S'il n'y avait pas un président pour dire non, moi ça me va comme ça, ils y arriveraient. Attends, c'est pas non plus hyper compliqué d'organiser des matchs de foot. Il y a une semaine, 10 jours peut-être, mais là, Lucas, c'est quand même tard, non? Moi, je sais pas. S'ils arrivent à faire un match amical, s'ils arrivent à organiser un match amical, ils arrivent à organiser 8 journées de Ligue 1, quoi. On pas déconner. Mais ça empiéterait peut-être sur justement ce que disait Jean, la Ligue des Champions qui aura sûrement lieu en août. Si nous on débat, ça sera fin juin, donc on ne pourra pas finir avant la mi-août en gros, et ça empiéterait sur la Ligue des Champions. Il aurait fallu démarrer mi-juin comme tous les autres. Bien sûr, mais ce que dit Lucas, je pense que c'est ça, c'est qu'il reproche le fait d'avoir voulu arrêter tout de suite la saison définitivement. Non, mais ça bien sûr, mais même maintenant, je continue de penser qu'on n'est pas si en retard que ça. On pourrait faire sur le plan sportif, on va essayer de trouver quand même un petit côté positif. Est-ce que le côté positif sera pas pour le mois de février, le mois de mars prochain pour nous? C'est-à-dire que les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens vont enchaîner 2 saisons de suite, enfin la fin d'une saison plus une saison complète. Il va y avoir la Coupe du Monde, la Copa América, les JO pour certains clubs en fin de... Voilà, on a 30 secondes. Est-ce que c'est pas bénéf sur ça pour le mois de... Au lieu de perdre à Alexandria, ils iront me faire match nul. C'est tout. Oui. Voilà, il y aura rien. Honnêtement, il y aura rien de plus. On n'a pas. On n'est pas devin, personne ne l'est, mais c'est compliqué de dire. Enfin, c'est un peu con de miser. Pardon avec ce terme, c'est un peu idiot de miser sur dans 6 mois, on sera peut-être meilleur à avoir fait ça. Enfin, c'est quoi cette espèce de... Et puis on aura perdu des joueurs, Lucas. Mais oui, on aura perdu des dizaines et des dizaines de joueurs. Et puis avant ça, on sera fait sortir de toute façon parce que les 4 mois d'avant, on n'a pas de rythme. Voilà, on verra bien ce que nous réservera l'avenir du football français. Les matchs amicaux courant juillet, le TFC, Rodez et Pau qui joueront en Ligue 2 l'année. Et en plus, on arrête notre saison n'importe comment, en plus de ça. En plus, ils reprendront donc potentiellement les matchs amicaux en juillet. Alors ce sera à huis clos pour l'instant, on est quasiment sûr. Et le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais joueront les 8e et quarts de finale de la Ligue des Champions. On verra évidemment comment ça évolue. Merci messieurs pour cette émission. Merci à Coraline à la réalisation. Nous on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien. À bientôt.